Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Louis de chez Infopreneur et je suis ravi aujourd'hui de vous présenter cette vidéo qui va consister à vous expliquer quelles sont les 5 choses à faire en premier avant d'aller acheter à ce qu'on va appeler un suppliers chinois, c'est-à-dire un revendeur chinois, et c'est tout de suite dans cette vidéo. Que vous travaillez pour un FBA Amazon, ou que vous travaillez pour développer votre marque, ou que vous fassiez de l'e-commerce via du dropshipping, cette vidéo est pour vous. Je voudrais quand même vous dire que si vous ne faites pas ces 5 choses, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir à travailler avec des vendeurs chinois, mais je dis que si vous n'essayez pas d'appliquer ces 5 choses, il est possible que vous perdiez de l'argent. Si vous voulez que cela ne vous arrive pas, continuez à regarder cette vidéo. Première chose, vérifiez que votre vendeur chinois est présent sur des grands salons internationaux. Je m'explique. Comment savoir si un de nos vendeurs à qui on souhaite acheter des produits est présent sur les salons mondiaux? C'est simple. Vous pouvez le vérifier via sa page Alibaba, soit vous lui demandez est-ce qu'il a des invitations à vous faire parvenir pour pouvoir le visiter sur des salons internationaux. Alors pourquoi pour moi c'est important de savoir si le vendeur est présent sur les salons internationaux? C'est que d'une, il a du budget de communication. Deuxièmement, il est habitué à travailler avec des clients internationaux. Et troisièmement, vu les tarifications qui sont pratiquées pour avoir des stands, je pense notamment que ce soit à Canton, qui est certainement le plus gros salon mondial de produits made in Asia, ou que ce soit encore à Hong Kong, ou même que ce soit à Paris ou à Düsseldorf, cela demande des budgets. Donc s'il y a des budgets, quand on sait que par exemple un vendeur chinois travaille avec des petites commissions, ça veut dire que c'est un bon gestionnaire. À la fois il a du budget, à la fois il fait des ventes, et en plus il a une régularité vis-à-vis des gens qui font appel à leur service. Donc pensez bien à ce que je vous ai dit. Sur Alibaba, c'est assez simple pour vérifier. Tu vas sur le company profile et tu verras la plupart des salons mondiaux dans lesquels ont été les vendeurs. Malheureusement, si tu fais des achats sur AliExpress, il faudra demander directement au vendeur qui t'envoie la liste des salons dans lesquels il a participé, dans lesquels il est intervenu. 2. Évitez les images avec des modèles. C'est un conseil rapide que je vous donne. Si vous utilisez les images de votre fournisseur, dites-vous que lui, il les a récupérées quelque part. Les droits à l'image en Chine, les droits à l'image en Occident, en Europe ou aux États-Unis ne sont pas les mêmes. Si le fabricant chinois qui utilise des photos de modèles qui ne sont pas à lui, s'il a des problèmes de droit à l'image, en général en Chine on n'insiste pas trop, vu la lenteur juridique, les tarifs d'avocats et vu le résultat que peut donner la justice sur ce type de conflit, ce n'est pas la peine de poursuivre. Par contre vous, si vous utilisez des photos de modèles, il est possible que déjà la personne qui a fait cette photo le sache, qu'elle demande si votre produit est indexé sur Amazon, elle le signale à Amazon et elle viendra peut-être pas vous le dire par email, vous dire vous utilisez mes photos, ça serait bien de les enlever. Donc par contre faites attention avec ce type de produit, il est préférable de commander son produit, de le recevoir chez lui, et avec maintenant les appareils photo qu'on a, les téléphones portables ou autres, c'est très facile de prendre une photo de son propre produit, et si on le veut vraiment avec un modèle, prenez-vous en photo avec le produit. Il faut pas, c'est vrai que je comprends, quand vous vendez certains types de produits, vous avez envie que le modèle soit absolument esthétique, mais n'oubliez pas que vous vendez à une grande partie de la population. Donc des fois, un modèle qui est plus classique qu'un modèle qui fait vendre des petites culottes, ça peut être aussi porteur pour vos ventes. 3. Vérifiez si vous travaillez avec une usine, avec un intermédiaire ou avec un grossiste. C'est important de connaître un petit peu les 3 différentes positions. Une usine, par exemple, elle va fabriquer les produits. Ce qu'elle va faire, elle va faire appel à un agent qui, lui, va vous permettre d'acheter directement ces produits dans l'usine. Et vous avez le grossiste. L'avantage du grossiste, c'est qu'en général, il a plein de différentes références, qui peut ne pas être le cas quand vous travaillez directement avec une usine. Souvent, les usines sont spécialisées dans un type de produit. Le grossiste, lui, peut avoir différents types de catégories de produits et donc proposer toutes sortes de catalogues. Les 3 sont intéressants à travailler. Il faut savoir aussi que ne vous éperduez pas à aller essayer de travailler directement avec une usine. Parce que d'abord, il vous faudra des quantités assez énormes. En plus, ils n'ont peut-être pas la même connaissance culturelle que vous. Et donc, je vous conseille des fois de faire appel à un agent pour pouvoir arriver à toucher le marché d'une usine. C'est-à-dire qu'un agent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous aider à accomplir le développement de votre marque, ou il va vous aider à trouver le bon produit au bon tarif, et il va faire le lien entre l'usine et vous. Parce que vous, par exemple, pour vous, ça paraît normal qu'on vous envoie la largeur du colis, le poids du produit. Pour un revendeur d'une usine, il faut lui demander. Donc ça, c'est peut-être bien de passer aussi par un agent quand vous commencez. Alors vous, commencez pas à vous dire, je veux pas travailler avec un grossiste, je veux pas travailler avec une usine, je veux travailler qu'avec un agent, ou etc. Chaque profil est important. Essayez d'avoir un grossiste dans votre liste,
essayez d'avoir un agent, essayez d'avoir des usines. Et en fonction, vous voyez, n'oubliez pas de poser des bonnes questions surtout, et vous verrez que chaque profil est hyper intéressant. En 4, récapitulez avec vos usines, vos agents, vos grossistes, récapitulez les accords commerciaux. Je m'explique. Quand par exemple, comme ce que je viens de vous expliquer, quand vous voulez le poids du produit, la taille du colis, tout ça, vous le faites récapituler dans un message. Vous essayez d'avoir la description, vous demandez d'avoir le certificat d'incorporation de l'usine ou de l'intervenant ou du fabricant ou de l'intermédiaire. Si sa société est bien en Chine, s'il a une antenne commerciale en Europe, est-ce qu'il a une société à Hong Kong? Parce qu'en général, une usine chinoise, elle a sa société en Chine et puis elle a une société intermédiaire à Hong Kong qui lui permet de pouvoir recevoir des capitaux internationaux parce qu'en Chine, c'est très difficile de recevoir du Australian dollar ou voilà, parce que c'est la Chine et qu'il faut connaître un petit peu la Chine pour savoir que c'est un petit peu compliqué d'avoir des comptes multidevises. Donc en général, un fabricant chinois peut avoir une société à Hong Kong, etc. Donc essayez de leur demander la certification au niveau de la norme CE, demandez-leur par exemple la composition des batteries, faites un récapitulatif si par exemple vous avez signé pour 5000 produits, est-ce que si les produits sont endommagés à l'arrivée chez le client, est-ce qu'il rembourse, est-ce qu'il renvoie? Donc essayez de récapituler tous ces accords commerciaux dans un contrat. C'est important. Alors vous allez me dire oui, mais un contrat, vous venez de dire qu'on ne peut pas aller attaquer des fabricants chinois parce qu'ils utiliseraient des photos qui ne sont pas leur propriété intellectuelle, mais vous nous dites de faire un contrat. Je vous dis de faire un contrat parce que un jour ou l'autre, vous pouvez avoir Amazon, vous travaillez au FBI qui vous dit qu'il y a un problème avec le produit, vous fournissez le contrat pour la garantie du produit. Vous pouvez avoir la banque qui trouve que vous entrez trop d'argent, c'est-à-dire que vous recevez beaucoup d'argent comme un petit peu quelqu'un qui fait du dropshipping, vous recevez 80 000 euros par semaine, et vous avez 70 000 euros d'achat et de frais de transport. Et du coup, à la fin, il vous reste 10 000 euros. Donc la banque trouve que vous faites trop de parking, ce qu'on appelle les comptes parking. Vous recevez des sous et après vous dispatchez à tout le monde. Donc ils vous demanderont à un moment ou à un autre qui est votre fabricant, son certificat d'incorporation, est-ce que vous avez un contrat avec lui? À ce moment-là, c'est bien d'avoir ce contrat-là. Donc même si sur l'instant présent, vous n'en trouvez pas l'obligation, vous ne trouvez pas que ce soit nécessaire, pensez à demander un récapitulatif de tous les accords que vous avez. Les délais de livraison, combien de jours pour la fabrication, quelles sont les matières utilisées. N'hésitez pas à poser des questions. Surtout, essayez d'être méthodique quand vous posez vos questions. Petit 1, quelle est la taille? Petit 2, quels sont les délais? Petit 3, est-ce que mon produit peut être vendu en Europe? Petit 4, etc., etc., etc. En 5, essayez de prioriser des produits qui ont plusieurs fournisseurs ou plusieurs fabricants. Parce que si vous commencez à lancer un produit et que vous avez un seul fabricant et que ce monsieur ou cette dame ou cette entreprise n'a plus de stock, vous ne pouvez pas livrer vos clients. Donc pensez toujours quand vous êtes là, vous êtes en dilettante, vous dites « Ah, j'aimerais bien faire ce produit, j'hésite entre deux types de produits ». Essayez de regarder si vous avez plusieurs vendeurs qui peuvent vous proposer ce produit-là. On ne sait jamais. Enfin, vous lancez une publicité sur Facebook et elle marche extrêmement bien. Vous aviez estimé que vous feriez 50 à 100 ventes par jour, puis finalement vous en faites 300, et vous vous rendez compte en fait que le fournisseur ne peut pas suivre. Donc pensez toujours, quand vous allez vendre un produit d'origine où vous avez un intervenant ou un intermédiaire qui est chinois, asiatique, pensez toujours à vérifier si ce produit-là, vous pouvez aussi vous le fournir chez un autre fournisseur. C'est extrêmement important, ça vous évitera de perdre de l'argent. Voilà, c'était une courte vidéo concernant, à mon avis, les 5 choses qu'il faut faire pour éviter de perdre de l'argent quand on travaille avec des fournisseurs chinois. C'était Louis de chez Infopreneur, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces, et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.